Mais ouais, pour les autres projets, enfin voilà, pour nous, le financement participatif, ça fait vraiment partie de l'économie du jeu de rôle. Donc oui, tu disais que Ryutama est un jeu un peu déroutant pour les joueurs occidentaux. Est-ce que tu as fait que de la traduction ou tu as quand même retravaillé un peu le game design afin d'atténuer un petit peu cet effet ou pas du tout? Alors, il est, alors il est déroutant, oui et non. Il est déroutant, enfin il est original, il est exotique, mais il n'est pas inaccessible. Il n'y a pas réellement de difficulté à se l'approprier. Donc, enfin il n'y a pas réellement de difficulté. Il y a des choses un petit peu difficiles, mais globalement ça va. En tout cas, c'est pas la mécanique qui pose problème. De ce point de vue-là, l'optique que j'avais choisie, c'est un peu celle des DVD, des bonus de DVD en fait. Quand j'étais ado, je regardais beaucoup de films asiatiques. Et souvent, en fait, donc on avait le film tel quel, et on avait soit des versions avec des bonus, enfin avec des, je sais pas, des scènes coupées, avec les commentaires du réalisateur, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ben, ce jeu-là, puisque l'objectif c'est de l'amener quelque part aux auteurs et aux joueurs français, on va amener le jeu tel quel, et à côté, dans le livre, en fait, à la fin, on va rajouter des éléments en plus. Alors, il n'y a aucun élément en plus, si je, enfin j'espère pas me tromper, qui soit des éléments de game design, on va dire, de mécanique. Ça, c'est arrivé plus tard. Il y a des éléments en plus qui sont des indications sur les intentions de l'auteur. C'est une note de conception. Il y a des éléments en plus qui sont une espèce de mini-campagne. Il y a des conseils, parce qu'il y a des choses qui sont très différentes entre la façon dont le jeu de rôle est joué au Japon et dont il est joué en France. Par exemple, sur le point le plus saillant, enfin celui dont je parle à chaque fois, c'est l'endroit où se passent les parties. C'est-à-dire que chez nous, c'est très courant d'inviter des gens chez soi, et de jouer chez soi. Là-bas, ça se fait pas. Même au sein des familles, c'est compliqué en fait d'inviter les gens chez soi. Et du coup, ce qui se passe très souvent, c'est que soit ils jouent dans des espèces de petites conventions, mais qui ont lieu tous les mois, enfin c'est dans certaines villes. Et donc c'est je crois que c'est un dimanche par mois, et donc on joue de telle heure à telle heure, et puis après il faut être parti. Soit c'est par exemple dans alors, je sais pas comment on appelle ça, des salles de karaoké en fait privatives, où les gens louent la salle à l'heure en fait. Et du coup le fait de terminer à temps, le fait de pas avoir quelqu'un qui part dans un ego trip pendant 3 heures, c'est d'autant plus important là-bas que globalement, si on a un joueur qui est chiant et qui fait ça, les autres payent pour lui, dans tous les sens du terme. C'est des problématiques qui, pour, je pense, la plupart des joueurs français, passent largement au-dessus de la tête. Inversement, il y a des questions de respect des règles qui sont pas du tout les mêmes là-bas et ici. Alors c'est super cliché de dire ça, mais ça se ressent jusque dans le design du jeu. Par exemple, dans Ryutama, les meneurs de jeu ont un personnage, ce qui est extrêmement rare chez nous. Par contre, le personnage est créé de telle façon que ça soit pas une plaie pour les joueurs d'avoir, pour que le meneur soit pas en train de tout faire à son personnage, et pour que ce soit progressif. En gros, c'est un jeu qui a été fait pour apprendre au meneur à devenir meneur. Et dans le cadre de la création de ce personnage pour le meneur, par exemple, il choisit un objet qui lui permet d'utiliser, de donner certaines capacités spéciales, on va dire, au meneur. Et une d'entre elles, c'est de ne pas suivre les règles. Alors ça paraîtrait aberrant à n'importe quel meneur de jeu français. C'est juste même pas compréhensible. Enfin, on a tellement l'habitude de dire que le meneur fait ce qu'il veut et que les autres s'adaptent. Là, c'est pas le cas. Et donc c'est important pour que le jeu tourne de suivre les règles. Ça paraîtra aberrant, je pense, à la plupart des gens qui sont pas rôlistes, mais pour les rôlistes, pour le coup, c'est réellement un choc culturel. Et il fallait expliquer ces choses-là. Et après, par contre, on a eu des suppléments, et dans les suppléments, on a pu faire plus de développement, je sais pas comment dire, maison, enfin, made in lapin marteau,
où on a appelé des gens spécifiques pour venir nous aider, et sur ce qu'on va faire, il y aura aussi dans l'avenir plus de choses locales. Vous êtes passé par la plateforme Ulule pour le financement, avec succès. Dès le début du projet, c'était prévu d'utiliser le financement participatif ? Oui, effectivement. De toute façon, d'une façon générale, nous, le financement participatif, il fait clairement partie de notre économie, de notre façon de fonctionner de base, en fait. C'est quelque chose sauf exception, a priori, tous nos projets passeront par là, je pense, à partir de maintenant. Et c'était d'autant plus le cas pour celui-ci que c'était assez risqué parce que quand on a décidé de sortir cette collection, qu'on a un petit peu discuté avec d'autres professionnels, avec d'autres gens du milieu, notamment parce qu'il y a plein de gens qui écrivent, en tout cas dans les 2 premiers tomes, qui sont des auteurs, des éditeurs, des universitaires. Les retours qu'on a eus, c'est qu'on allait se planter, que ça intéresserait pas grand monde et que ça allait pas plaire, et on s'est presque résolu quelque part à le faire à perte, même avec le crowdfunding à l'époque, en se disant tant pis, on va le faire quand même parce qu'on veut qu'il y ait cette collection et tout. Mais on sait qu'on prend un gros risque et on va pas tabler sur une réussite exceptionnelle, quoi. Et il s'est trouvé que ça a plutôt bien marché et que finalement ça a plutôt intéressé du monde, donc tant mieux. Mais en tout cas à l'époque où nous, les données qu'on avait, c'était pour caricaturer, vous allez vous planter. C'était d'autant plus important pour nous de dire déjà ça permet d'une part de prendre la température finalement en crowdfunding, de voir qui s'intéresse et dans quelle proportion. Et au final, on s'est retrouvé avec des paliers où on a rajouté un petit peu plus d'articles dans les livres, où au départ ça devait être des couvertures souples, on est parti sur de la couverture cartonnée parce que nous on voulait pas un projet j'allais dire baroque, dans le sens où il y allait y avoir plein de goodies et tout ça. On s'est même posé la question, est-ce qu'on met des écrans de meneurs génériques et tout ça, puis on s'est dit au final non, on va vraiment se concentrer sur les livres eux-mêmes, on va pas rajouter trop de choses autour, et on a gardé ce crowdfunding là assez sobre entre guillemets en termes de contrepartie et tout aussi, parce que après il faut quand même assurer le projet correctement derrière, et puis on est plutôt content du résultat, quoi. Mais pour les autres projets, pour nous le financement participatif, ça fait vraiment partie de l'économie du jeu de rôle. Et Jérôme parlait tout à l'heure finalement d'espèces de marasme, notamment économique, qu'il y avait eu on va dire fin des années 90, début 2000. Il se trouve que j'ai commencé à jouer à peu près à cette époque-là, donc un peu plus tard que Jérôme, qui est beaucoup plus vieux que moi. Et c'est vrai que les gens savent que c'est faux. C'est vrai qu'on a vu la fin de certains magazines de la presse spécialisée, tout ça, et pourtant nous on jouait quand même beaucoup à cette époque-là, et ça a coïncidé avec le moment, peut-être 2-3 ans après, j'ai vraiment commencé à faire de la recherche entre guillemets, donc vraiment à m'intéresser, y compris au côté économique, même si c'était pas spécialement ma formation au départ. Et avec le financement participatif, on a clairement constaté qu'on était rentré dans un nouveau cycle de l'économie du jeu de rôle, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'il y a le début où ça part très vite. Il y a ce qu'on appelle l'âge d'or, les années 80, tout ça, où ça vend beaucoup, le fameux marasme, 90, début 2000. Et là, on a assisté, notamment, pas que, mais quand même, faut vraiment pas l'oublier, grâce au financement participatif, à une espèce de mutation de l'économie comme ça, du jeu de rôle, et puis en plus ce que nous a permis nous le financement participatif de ces 3 premiers tomes de sortir de l'auberge, c'est de voir que niveau boutique ça assurait très très bien derrière, dans le sens où le livre c'est aussi très très bien vendu en boutique. Bon, ça je crois que tu l'avais déjà constaté à l'époque de Ryutama. Et si on peut attendre notamment dans d'autres secteurs du jeu ou quoi que c'est pas compatible, pour nous en fait il s'avérait que c'était carrément complémentaire et très très compatible. On a d'ailleurs des boutiques qui ont souscrit au livre de cette manière-là, et c'était aussi une occasion pour nous de voir dans la pratique ce qu'on avait peut-être déjà senti à ce niveau-là, mais de voir sa réalisation quelque part. Il y a clairement eu une évolution dans la façon dont s'est servi du financement participatif, dans le sens où déjà à l'époque de Ryutama on s'en était servi. Par contre, moi, je me souviens, j'y allais à reculons, vraiment. C'est-à-dire que, pour donner 2-3 exemples, j'avais demandé à financer quelque chose qui représentait à peu près la moitié des coûts d'impression du livre, en disant, si j'ai 50% de Ryutama du livre de base financé, le reste, je le finance moi, c'est mon boulot, il n'y a pas de problème.
Et j'étais pas mal influencé par tout le discours qu'il y a autour du vrai financement participatif, enfin, ce qui est souvent dit comme ça, mais qui à mon avis est une erreur, à savoir le côté on va aider des personnes à se développer, à lancer la boîte, ce qui était mon cas, donc ça tombait très bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le financement participatif, c'est devenu plusieurs choses. C'est devenu un canal de distribution à part entière, c'est devenu un moyen de discuter avec une communauté, alors qu'on fait gérer autrement, enfin qu'on fait gérer, je veux dire, dans le sens où avec qui on discute, qu'on structure par ce biais-là ou par un autre, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est aussi un moyen de promotion, enfin c'est plein de choses à la fois. Mais aujourd'hui, il s'était passé plus de 4 ans entre les deux crowdfunding. En 4 ans, cette chose qui émergeait à l'époque est devenue totalement différente. On a évolué aussi sur les façons, sur ce qu'on mettait dans les comme contrepartie, par exemple. À l'époque de Ryutama, il y avait un scénario qui était promis aux souscripteurs. Donc on l'a promis, on l'a fait. Mais c'était un crève-cœur de se dire, s'il y a quelqu'un qui est fan de ce jeu et qui a tout acheté en boutique, par exemple, il n'aura pas droit à avoir tout le matériel. Donc cet aspect-là avait été un peu compliqué à l'époque. Enfin, moi je trouvais bizarre, je m'étais pas aperçu du problème au moment de la préparation de la campagne, je m'en suis aperçu plus tard. Et effectivement, ça gênait énormément. Et sur la campagne, donc Sortir de l'auberge, des années plus tard, on est parti du principe de tout ce qu'on sortira comme contrepartie, tout ce qu'on publiera par le biais de cette campagne sera disponible aussi en boutique. À part peut-être 2-3 accessoires, mais ça restera très très limité. Et on essaiera de faire en sorte que les projets qu'on sort par financement participatif soient en fait soient pas faits pour bypasser les boutiques. Ce qu'on peut entendre notamment dans le marché du jeu de plateau, quand on voit alors peut-être que c'est pas les intentions des personnes en question, donc je me trompe peut-être, mais je pense à des jeux à la Conan, enfin oui, qui sont pleins de matériel. Ça semble aberrant de faire les deux à la fois. Là enfin pour des simples raisons de coût, hein. Nous sur le jeu de rôle on peut se le permettre et on peut faire en sorte que l'un soit un tremplin pour l'autre en fait. Donc c'est ce que Coralie dit tout à l'heure et clairement nous on essaye de faire ça. Notre but c'est pas de bypasser, notre but c'est de financer pour que ce soit disponible en boutique, pour que c'est une vie presque de jeu classique à l'ancienne.